Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau live aujourd'hui. Donc au programme, on revient un petit peu sur nos capsules PHP, sur les design patterns, histoire de reprendre le fil de là où on s'était arrêté jeudi dernier. Donc depuis la semaine dernière, on a déjà fait le fluent pattern et... attendez, j'ai plus l'autre. C'était quoi l'autre qu'on avait fait? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Salut Vincent, salut Technopatrix. C'était quoi? C'était Fluent Pattern et Observer. C'était Observer. Donc aujourd'hui, on va voir quoi? Est-ce qu'on va voir un pattern un peu plus technique, c'est-à-dire un pattern vraiment qui va nous intéresser pour du développement, ou est-ce qu'on va voir un pattern un peu plus, on va dire, que vous pouvez sensiblement connaître, mais que vous connaissez dont vous connaissez pas le nom, un peu comme le Fluent Pattern. Je pense que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ça encore. Et là, on va revenir sur du Symfony parce que ça va grandement nous intéresser. Salut Julien. Donc, ça va, et toi? Donc aujourd'hui, quel design pattern on va voir? On va voir le data mapper. Data mapper ou data mapping, vous le voyez un petit peu comme vous voulez. Mais ce pattern-là est très important, notamment pour ceux qui font du Symfony. Alors, pour ceux qui font du Laravel, je vais pas les oublier, parce qu'on va aussi voir, on va dire, le pattern qui est un petit peu à l'opposé du data mapping, c'est l'Active Records. En fait, ce sont deux patterns qui permettent de gérer, si vous voulez, l'accès, la couche en fait, l'accès aux données, de gérer la persistance des données. Mais enfin, c'est pas vraiment ça, mais vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, le data mapper. Déjà, le data mapper, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un pattern qui est propre à la DAL. DAL, c'est Database Abstraction Layer. En gros, ça fait partie de la couche d'abstraction d'une base de données. Bon, là, je vous ai peut-être perdu. Donc, si on essaye de revenir un tout petit peu sur le côté purement théorique, le data mapper, il sert à quoi? Il sert en fait à faire la jointure, en gros la liaison entre ce que vous avez dans la couche base de données, c'est-à-dire ok, j'ai ma base de données, j'ai un entity manager qui me permet d'aller justement requêter un petit peu ma base de données, et vos entités, si on prend le cas de Symfony. Les entités, qu'est-ce que c'est? Ce sont simplement des classes toutes simples, avec des propriétés toutes simples qui représentent plus ou moins ce que vous avez en base de données, pour faire un petit peu, pour faire des raccourcis. Mais il n'y a pas dedans, il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de requête, il n'y a pas de, on retrouve rien. C'est vraiment, on va dire, une classe assez anémique. Hein, ce sont des classes toutes simples. Et le data mapping, lui, c'est la couche qui va venir entre les deux, hein, la couche DL, donc Database Abstraction Layer, la couche d'abstraction entre la base de données et votre code métier. D'accord? Si on essaye, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, vous allez voir. Hein. On va tout de suite aller voir un petit peu ce que ça donne du côté de Symfony, parce que Doctrine utilise le data mapper. Donc, c'est-à-dire que quand on a une entité, je vais prendre le cas par exemple de l'entité, allez, on va prendre utilisateur par exemple. Donc là, j'ai ma classe utilisateur. Bon, dans notre cas, c'est une classe abstraite, mais ça, on s'en fout, c'est pas la question. Mais en tout cas, j'ai ma classe utilisateur et dedans, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a plusieurs propriétés. Ici, on retrouve ID, username, email, password, le token pour l'oubli de mot de passe, prénom, nom, la date d'inscription, date de dernière connexion. Voilà. Bon, on a plein de choses comme ça. Et en fait, quel est l'intérêt du data mapper? Le data mapper, en fait, c'est que lui, quand il va aller récupérer les données en base de données grâce à l'entity manager, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller mapper les données par rapport à cette classe. L'idée, c'est en fait de vous renvoyer un objet user avec les données remplies. D'accord? Donc, si on a cette grande différence, c'est très important d'avoir cette séparation. Elle est très importante, cette séparation, parce que c'est là tout le centre névralgique de Doctrine. C'est vraiment cette séparation. Ok, j'ai ma classe métier. Ok, ça c'est ma classe business, quoi. C'est du métier. Ma classe user, ça appartient. On pourrait juste la voir comme une classe toute simple, si vous voulez. Là, on a rajouté des annotations, mais on pourrait très bien faire sans des annotations. Mais l'idée, c'est de se dire qu'à aucun moment dans notre classe ici, on fait apparaître la notion de doctrine, d'entity manager, de requête. On ne devrait pas avoir cette notion-là ici. Ça ne devrait pas se trouver là. Donc, à partir de là, c'est très simple à comprendre. On a vraiment quelque chose qui est, on va dire, de manière qui est très indépendant. Et justement, le data mapping, ça va nous permettre de faire la jonction entre ce qu'on va récupérer de la base de données vers cette fameuse classe qui est censée être anémique. Enfin, ici elle est anémique parce que ce sont simplement des getters et des setters, mais en tout cas d'avoir quelque chose de très simple à utiliser parce que ça fait partie de notre métier et donc forcément c'est quelque chose qu'on maîtrise, d'accord? C'est quelque chose qu'on a créé de nous-mêmes. Donc ça c'est très intéressant. Maintenant, comment ça fonctionne
si on doit vraiment prendre le cas et essayer de décortiquer un petit peu ce qui se passe derrière, ici on va travailler avec des annotations. Alors comme je l'avais expliqué, on peut très bien travailler avec des annotations, avec un fichier XML pour configurer à la place des annotations, ou un fichier YAML, ou un fichier PHP pour faire tout ça en PHP. Bon, on peut tout faire. On peut tout faire en termes de configuration. Mais ici, on va regarder un tout petit peu plus la partie annotation. Donc, comment ça va se passer? Déjà, si on se remet un petit peu en tête ce qu'on a, c'est que généralement, quand on crée notre base, quand on crée nos entités, après, on fait généralement soit une migration, soit on fait database, on fait un doctrine schéma update, par exemple, pour mettre à jour le schéma de la base de données. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le schéma qu'on a, nos entités, en fait, notre diagramme de classe qui représente nos entités, on va être capable en fait avec Doctrine et avec ce fameux data mapping, le fait de dire ok, donc telle propriété de ma classe correspond à tel champ dans ma base de données et dans cette table. Derrière, on va pousser un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on peut dire ok, ça c'est un ID auto-incrémentable, on peut dire que ça c'est une colonne string double ou integer par exemple. Et derrière, il y a aussi ces notions de relation qu'on a avec les one-to-many, many-to-one, many-to-many. Voilà, donc ça c'est le mapping, un mapping très simple. Le mapping, si vous avez des questions sur le mapping, n'hésitez pas à revenir sur d'anciennes vidéos, parce que j'en parle très largement dans pas mal, des projets que j'ai pu faire en live. Mais l'idée c'est ça, c'est de se dire que ok, quand je fais ma migration ou quand je fais mon database schéma update, mon doctrine schéma update, et ben ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre diagramme de classe de notre package entity, et on va essayer de représenter ça sous forme de modèle physique de données. Le modèle physique de données, vous savez, c'est le fameux schéma qui est généré. Je vais vous en montrer un tout de suite. On va regarder celui qui privilège. Alors, c'est parti. Hop, alors attendez, je boucle ça. Et je vais simplement aller sur qui privilège. Hop. Clic droit, diagramme, show diagramme. Allez. Ok, ça c'est un diagramme physique de données. C'est-à-dire que le diagramme de physique de données, c'est là où on va retrouver en fait la visualisation sous forme de schéma de notre base de données, des relations qu'on a entre les tables, des différents champs qu'on peut avoir. Si on zoome un petit peu, on peut voir par exemple notre base de données, notre table user ici, qui est en relation avec beaucoup de classes, avec beaucoup de tables, pardon. Vous voyez, je fais toujours parfois je me gourre un petit peu, c'est pas très bien. Mais en tout cas, voilà, toutes les flèches, tous les traits bleus que vous voyez, c'est toutes les relations qu'on a avec les jeux de clés étrangères, de jointures, tout ça, quand on va pouvoir faire des requêtes select. Bon, ça, c'est ce que va donner quand on va mettre à jour. Alors du coup, pour faire ça, on remarque bien que là, on a l'identifiant, on a l'username, le password, le forgotten password token pour l'oubli de mot de passe, le first name, email, etc., etc. Tout ce qu'on a, en fait, tout ce qu'on retrouve globalement dans notre classe user. D'accord? Donc ça, c'est le mapping. Ça, c'est le data mapping qui permet de faire ça. Mais il permet pas seulement de faire ça. Il permet aussi, du coup, à l'inverse, parce que là, c'est quand on part de nos entités pour aller vers notre base de données. Maintenant, quand on veut requêter notre base de données et récupérer des données depuis notre base de données, on va donc faire des selects. C'est ce qui va être généré comme requête SQL derrière par Doctrine. Mais ce qu'on va faire, c'est que, en fait, Doctrine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ok, je vais faire une requête SQL qui va me permettre de récupérer mes données de manière brute. Ok, il va donc par exemple requêter sur ma table user. Il récupère les données. À partir de ces données-là, il va se dire ok, je sais que cette table user, elle correspond à ma classe user. Mais d'ailleurs, en fait, on ne réfléchit pas vraiment comme ça. On va plutôt se dire ok, moi ce que je veux, c'est récupérer des objets user. Et en fait, ce que je vais, c'est que je vais requêter sur, en gros, mon entité user. Quand je dis requêter, c'est un grand mot, c'est plutôt comme le query builder qu'on a vu la semaine dernière avec le fluent pattern. Mais le but, en fait, c'est de partir de cette classe. Et lui, Doctrine, avec sa couche d'abstraction, c'est lui qui va dire, ok, donc la classe user correspond à la table user. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est dire, ok, je veux récupérer tel champ. Salut Medjalil. Je vais pouvoir récupérer tel champ et rapatrier tout ça et pouvoir instancier un user et renvoyer un objet user en ayant hydraté tous les champs qu'il fallait. Donc ça, c'est le data mapping. On voit que c'est quand même très très simple. Bon, derrière, dans la construction de tout ça et dans la gestion de tout ça, vous vous doutez bien que c'est pas si simple que ça. Alors, voilà, on va essayer de voir un petit peu de nouvelles choses. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe en Doctrine pour comprendre un tout petit peu le principe qu'il y a derrière. Donc, on a le Doctrine Bundle. Ça, j'imagine qu'on va avoir la notion de mapping pour nos annotations. Alors, c'est pas ici, ça doit être plutôt dans... attendez, c'est simple, on va regarder. Ça se trouve où?
Ça se trouve dans ORM mapping. Donc on va dans le dossier ORM, lib, doctrine ORM mapping. Et là, on va avoir toutes nos annotations. Voilà, on a toutes nos annotations pardon, qui se trouvent ici. On va prendre par exemple colonne, qui se trouve être la plus simple et celle qu'on utilise le plus souvent. Voilà, donc ça ressemble plus ou moins à ça. Donc là, on voit qu'on va commencer à avoir de plus en plus... Normalement, ah oui, tiens, petite nouvelle, normalement avec la 5.3, si je dis pas de conneries, et la nouvelle version de Doctrine, avec les dernières mises à jour, on devrait bientôt avoir des attributs. Donc là, ça va être la surprise, j'espère que ça va être fonctionnel. Donc, ça en fait, ces annotations-là, c'est vraiment au final toutes les options qu'on va pouvoir mettre hein, dans chacune de notre dans notre petite entité tranquillement. Bon, derrière, qu'est-ce qui se passe? Derrière, c'est qu'il va bien falloir interpréter tout ça. Donc ça, c'est un driver qui va s'occuper de faire ça. Donc annotation driver, c'est lui qui va s'occuper de dire ok, je vais utiliser l'API de réflexion de PHP. Donc l'API de réflexion, c'est ce qui va permettre en fait de dire ok, je fais du reverse engineering sur mes classes PHP. Hein, l'idée, c'est donc de dire ok, j'ai ma classe PHP. Bah, je vais faire de la réflexion sur cette classe et je vais pouvoir récupérer la liste des propriétés qui se trouvent dans cette classe, connaître un petit peu leur type, l'encapsulation, si c'est privé, protected, public, ce genre de choses. On pourra aussi récupérer des méthodes si besoin, mais en tout cas, on récupère toutes les informations. Mais on récupère pas que ça, on va aussi récupérer justement les annotations. Donc là, on va commencer par la notation sur la classe pour savoir quelle entité, si on a précisé de quelle table ça parlait. Et après, on va aller un petit peu plus dans le sujet. C'est-à-dire que là, on va pouvoir dire, ok, bah maintenant, il y a peut-être un moment donné où on va peut-être mapper sur chacune des informations qu'on se trouve, chacune des propriétés. Donc là, on va pouvoir mapper sur les index, a priori. Après, on va pouvoir mapper, j'imagine, sur les colonnes. Alors là, les contraintes uniques, les options, on a la clé primaire. Après, on a quoi d'autre? J'imagine qu'il y a bien un moment où j'ai peut-être passé déjà les colonnes. Alors attendez. Tac, tac, tac. Name queries, ça on s'en fout. Ça c'est pour la gestion de l'inheritance, donc de l'héritage. Là on a les propriétés, voilà. Ici on a des propriétés qui nous permettent justement de gérer un tout petit peu les annotations sur les propriétés. Donc c'est là où on va récupérer, bah tiens, si c'est une colonne, de quel type il est, ce genre de choses. Et puis bah, il y en a plein d'autres. Hein. Bon, on va pas faire tout dans le détail. L'idée c'est juste de comprendre un tout petit peu comment ça fonctionne. Donc le driver, lui, le principe c'est d'aller dire ok, je vais récupérer les informations que j'ai saisies dans mes annotations. Donc là, on a effectivement la notation driver, mais on se doute bien qu'il y a aussi XML driver qui permet de récupérer les données. Donc là, le mapping qu'on a effectué dans notre fichier XML. On a le YAML driver qui a priori est déprécié. Et il faudrait donc plutôt utiliser peut-être le XML. On a aussi le PHP driver a priori qui a été déprécié et qui va être même supprimé. Et ils nous disent ok, elle est plutôt utilisée Doctrine Persistence Mapping. Donc là c'est sur un autre package. Est-ce qu'on a le persistance quelque part? Est-ce qu'on l'a quelque part? Non, il n'est pas là. Ok, ça serait ça? Non, c'est pas ça. Je pense que persistance, c'est une autre librairie qui n'est pas installée, je pense. Annotation, Doctrine Bundle, ORM. Ah si, persistance, il est là. Lib, persistance, mapping. Et là, a priori, driver. Et là, on devrait avoir PHP driver qui nous permettent justement de loader le mapping en PHP, dans le cas où on le fait en PHP, évidemment. Est-ce que les drivers sont des adapteurs? Alors il faudrait regarder un tout petit peu comment c'est foutu, mais l'idée, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est à peu près l'idée. C'est à peu près l'idée exactement. C'est-à-dire que, en gros, en fait, très rapide, le pattern adapteur, en fait, c'est le fait de s'adapter à un contexte. Donc ici, effectivement, on a le contexte. Notre contexte est l'XML. Donc en fait, on va adapter notre driver pour que il s'adapte au contexte de notre XML, à notre mapping XML. Donc oui, c'est de l'adapteur. Donc ça c'est très bien, très très bonne remarque Vincent, c'est super. Donc je pense qu'on l'a tous vu, hein, pour le moment, bon bah c'est pas très compliqué pour récupérer et pour faire un petit peu cette notion, pour récupérer un petit peu la forme que va avoir notre mapping pour chaque entité. Jusque là ok. Bon, derrière qu'est-ce qui va se passer? Si on va devoir faire une requête sur notre entity manager, on va aller regarder un tout petit peu où se trouve notre entity manager, on va essayer de trouver un petit peu, de gratter où est-ce que ça va se passer tout ça. Salut Diamond.
Donc là, on a l'Entity Manager. Ok, très bien, l'Entity Manager. Donc on a l'Unit of Work. Jusque-là, c'est super. On a le Repository Factory, l'expression Builder. On a plein de choses intéressantes. On va faire une petite... on a les commits, les rollbacks. On a plein de choses. On a le flush. On a le find. Ah, le find. Bah, on va essayer de regarder un petit peu au niveau du find. Le find, c'est généralement, on met une classe et un ID. Et le find, tac, tac, tac. Get unit of work. Try get by ID. Donc là, en fait, ah bah tiens, petite notion, on fait un tout petit écart sur le design pattern, mais l'unit of work, c'est un composant qui est très intéressant dans Doctrine, parce qu'en fait, ce qui va lui permettre, c'est de dire, ok, pourquoi try get by ID, ce qui veut dire littéralement, je vais essayer de récupérer quelque chose par son ID. En fait, pourquoi essayer? Parce qu'en fait, peut-être qu'on avait on avait déjà récupéré cette donnée juste avant de faire la requête qu'on souhaitait, juste avant de faire notre find, on avait peut-être sans faire exprès déjà récupéré cette donnée. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Doctrine, quand il va récupérer une donnée depuis la base de données, il va la stocker dans son unit of work. C'est-à-dire que si vous redemandez à accéder à cette donnée-là, en refaisant un find par exemple, eh ben, il ne va pas refaire une requête, il va les récupérer celles qu'il a déjà en mémoire. Donc c'est pour ça qu'on a le try. Et donc là, on lui dit, ah bah tiens, s'il n'existe pas, et ben à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les récupérer. On va les récupérer notre donnée. Tac, tac, tac. Entity persister. Ok, on va loader tout ça. J'imagine qu'il y a pas mal de choses intéressantes ici. On va regarder un tout petit peu basique entity persister. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah non, ici c'est la classe. Moi, ce que je veux, c'est ça. Load. On a quoi? Get select SQL. Donc là, il va faire. Vous voyez, en fait, putain. Et c'est bon. Vous doutez bien qu'un outil comme Doctrine, c'est super blindé. Hein. Là, il suffit de voir la requête qui est générée. Elle est hardcoreissime, quoi. Enfin, ça vous paraît pas énorme, mais derrière, il y a quand même énormément de boulot qui ont été faits. Parce qu'il va falloir générer des alias. Parce que bah, peut-être qu'il y a des relations qu'on va vouloir intégrer directement dans notre requête select. Donc, il y a des alias à créer automatiquement. Le nom des champs, qui est peut-être pas exactement le même que le nom des propriétés. Donc, on va créer aussi des alias sur le nom des champs. Pour pouvoir récupérer en fait des données qui soient bien formatées d'une certaine manière qu'on puisse justement les traiter beaucoup plus facilement derrière. Donc effectivement il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Donc vous voyez il y a un basic entity persister, en fait on voit que c'est là où il génère carrément les requêtes SQL, donc ça c'est vraiment très intéressant pour le coup. Donc là il les génère, et à quel moment il les exécute? Bah, j'aimerais bien, donc là il fait get select SQL par exemple. Alors attendez, est-ce que j'ai mon... Alors attendez, je vais revenir sur le load by ID. Load, tac, tac, tac. Il va récupérer la requête SQL. Il fait une connexion à la base de données. Il récupère la connexion, il exécute la requête. Donc là, ah bah tiens, la requête SQL. Donc là, on est sur connexion. Mais peut-être qu'on a différents types de bases de données. Le sujet du jour, c'est le data mapping. Donc le data mapping, salut Brice au passage, le data mapping, le pattern qui est utilisé par Doctrine, notamment quand on fait le mapping de nos entités. Donc voilà, et là j'explique, on essaie de gratter un tout petit peu à l'intérieur de Doctrine pour voir un petit peu comment fonctionne, comment il récupère tout ça. Donc là on voit que ça c'est ce qui permet, ok on a le fetch mode, donc là c'est ce qui va permettre tout ça de récupérer les données, on a le query, le execute dans le cas d'un prépare. On a vraiment pas mal de choses intéressantes. Bon, maintenant moi ce que j'aimerais c'est comment il va faire pour hydrater tout ça. Alors on va revenir ici, tac tac tac, il récupère son statement. Ok, et là on a New Hydrator. Ok, New Hydrator. Bon, ça n'en dit pas plus, c'est dommage. Donc ça serait dans l'Entity Manager, le New Hydrator. Alors attendez, on va chercher. CTRL F. New Hydrator. Object Hydrator. Get Custom Hydration. Ok. Il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. Bon, on va essayer de revenir ici. Hydrate All. Ok, Hydrate All. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Un listener prépare, ok. Hydrate All Data. Alors, il y a plein de choses intéressantes, mais c'est pas forcément évident hein, de tout comprendre. Hein. Il faudrait passer vraiment beaucoup d'heures pour comprendre tout ça. Je débute Symfony. Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe sur le logout fait par un make host? Le logout, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va détruire la session qu'il a enregistrée, tout simplement. C'est pour ça qu'en fait, pour toi, c'est complètement transparent. Enfin, en tout cas, tu sais pas du tout ce qui se passe. Mais pour le coup, tu peux lui faire confiance. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y a un listener qui va être appelé pour lui dire ah bah tiens, on est sur telle route, on est sur la route logout. Et c'est cette route-là qui nous permet de nous déconnecter. Et du coup, boum, on y arrive.
Parce que bon, la ligne de code sur la méthode what the fuck. Ouais, c'est normal. En fait, ce qu'il faut, c'est juste créer une route qui existe, mais dedans, on n'a besoin de rien parce qu'en fait, il va catcher, en fait, si tu veux, la route qui existe. Tu vas dire, ok, elle va s'appeler app logout, par défaut, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Dans le security.yaml, dans la configuration, tu vas dire, ok, bah, la route pour la déconnexion, c'est cette route-là. Et donc, en fait, derrière, il y a un listener qui va dire, ok, quand je fais une requête et que j'arrive sur cette route-là et que c'est bien la route de logout qui se trouve dans le security.yaml, dans ce cas-là, je vais effectuer directement le traitement. C'est un peu ce que fait aussi la connexion. C'est-à-dire que toi, tu ne gères pas la connexion à la main, tu la gères avec un authenticator. Et bien l'authenticator procède de la même manière. Il va y avoir un listener qui va dire, ok, on est sur la route pour l'authentification, on est en poste, donc je vais aller attaquer l'authenticator. Donc, j'aimerais bien savoir, là on a les résultats, on retourne un truc, mais c'est pas forcément évident hein, de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Hydrate all data, mais là, abstract function, on est quoi dans l'hydrator? Est-ce qu'on a un truc hydrator quelque part? Il se trouve dans quel package? On va essayer de voir s'il n'y a pas internal, hydration, array, object. Ok, donc on arriverait ici, on a le prépare. On va récupérer. Ah, voilà, le get class metadata, c'est comme ça c'est ce qui va nous permettre de récupérer, vous savez, le mapping. Le mapping, on appelle ça les metadata avec Doctrine. Donc ça, ça, on va récupérer les données, le mapping. Ok. À partir de là, je pense que tout ce qui va s'en suivre de tout ça. Donc là, il va, bah tiens, est-ce que j'ai des, là, c'est pour gérer les relations a priori. On a le invert by, mapped by. Ça, je pense que vous avez bien compris. Tac, tac, tac. Clean up. Ok. Alors, je vois pas à quel moment. Attendez. C'est pas forcément évident de comprendre et de voir où est-ce que tout ça, ça va mener. Là, on a le prépare. Donc, si on descend, on devrait avoir, j'imagine, hydrate all data, hydrate raw data. Et à partir de là, je pense que on a certainement une petite tambouille. C'est compliqué, hein. Vous voyez, là, il y a plein de trucs qui font appel à des tableaux, sous-tableaux, sous-sous-tableaux. Il y a quand même beaucoup de choses là. Hein. Là, c'est pour la notion de collection, a priori, parce qu'on on a type to one, donc c'est many to one, ou one to one. Hydrate, get entity, c'est pas simple. Hein. On a vraiment beaucoup de choses. Hein. On a la notion de collection, donc attends, c'est quoi cette notion-là? C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Ok, si ça c'est des données scalaires, très bien, on s'en fout. H, c'est pas évident à s'y retrouver, hein. Franchement, c'est pas ce qui est le plus évident. Question de Monsieur Tigrou, question subsidiaire. Il est possible de modifier le nom de la route des app login? Bien sûr, tu peux les modifier comme tu veux dans la configuration de ce qui a été généré, dans ton security controller. Bien sûr, bien sûr. Alors attendez, je vais voir si je retrouve quelque chose sur mon GitHub, parce que j'avais fait justement quelque chose là-dessus. Je m'étais amusé à faire quelque chose là-dessus. Alors, est-ce que je vais retrouver ça? Ah, attendez. App, ORM, modèle. C'est un peu l'idée. Vous allez comprendre un tout petit peu. C'est-à-dire que là, je joue pas avec... Alors, attendez, je vais grossir un tout petit peu. Là, j'ai une classe que j'ai appelée Abstract Model. D'accord? On peut l'appeler Abstract Quantity. Bref. Et dedans, j'ai cette fameuse propriété statique metadata qui me permet de récupérer les metadata, donc le fameux mapping. Et donc ça, c'est ce que j'ai créé moi. Et là, on peut les regarder tout petit peu, un petit exemple. Hein. J'imagine que je dois en avoir un pas loin. SRC, modèle, foo. Et là, par exemple, on va prendre les metadata et voilà, on retrouve quoi? Le nom de la table, la clé primaire, les colonnes qu'on a dans notre table. Tel champ correspond à telle propriété, il est de tel type. Donc ça, c'est nos metadata, c'est du fonctionnaire. C'est plus ou moins l'équivalent qu'on a avec les annotations. Donc là, je l'ai fait directement dans la classe avec une méthode statique. Et je trouvais ça intéressant de essayer de le mettre en place. Et moi, derrière, comment je fonctionne? Bah, c'est pas très compliqué. Enfin, pas très compliqué, je l'espère. En tout cas, on va essayer d'expliquer, de rendre ça assez simple à comprendre. La fonction d'hydratation, ce que je fais, c'est que je dis, OK, j'ai donc mes metadata, ça c'est bon. Et je vais dire pour chaque donnée, alors vous avez vu là, j'ai original data. Parce qu'en fait, ce que je fais ici, c'est que je vais stocker les données brutes que je récupère de ma base de données sous forme de tableau. Après, je vais récupérer chaque donnée que j'ai de ma requête et je vais aller hydrater les propriétés. C'est-à-dire que je mets le nom et la valeur que je récupère dans ma base de données. Et donc là, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai un petit switch. Je récupère mes metadata.
la colonne, le nom de la colonne, le type. Si c'est un integer, je vais donc caster en integer. Si c'est pas un integer, je le laisse comme c'est. Et si c'est un datetime, eh ben je fais un new datetime a priori. Tac, tac, tac. UC first. Create datetime. Et là, je lui set la valeur. Et donc là, ce que je fais, c'est que j'appelle dynamiquement le setter. Vous voyez? J'appelle dynamiquement le setter. Donc c'est à peu près l'idée. Mais du coup, ça c'est quand j'hydrate, c'est quand je passe de la requête SQL, de données que je veux récupérer, vers mon entité, vers le modèle que je veux hydrater. Maintenant, on va essayer de venir dans le sens inverse. Donc pour aller dans le sens inverse, on va regarder un tout petit peu la classe manager qui est le pendant du repository, si vous voulez, un peu. Et dedans, ce qui va m'intéresser, alors on voit qu'il y a aussi la notion de query builder, j'avais un petit peu tout mis dedans, mais ça faisait bien le boulot. Mais c'est pas vraiment ça encore, c'est encore un petit peu différent. Donc là, on a le fetch qui permettait de récupérer une donnée, le fetch all qui permettait de récupérer plusieurs données, le find one by, donc ça vous connaissez, le find by aussi, le find tout simple vous connaissez, le find all aussi, qui font appel à fetch all en fait, et à fetch tout simple. Merci monsieur Tigrou pour ton follow, merci beaucoup, bienvenue à toi en tout cas. Le call c'est le find one by Toto, find one by username, vous savez c'est pour appeler dynamiquement les méthodes find one by ou find by. Mais nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est le persist. La méthode persist va me permettre en fait justement de faire ce fameux insert into ou l'update. Donc dans le cas de l'insert, on va regarder un tout petit peu. Hop là. Et l'insert, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les métadatas de mon modèle. Je vais boucler sur les colonnes. Et pour chaque colonne, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire appel à get SQL value by colonne. Puisque effectivement, les valeurs qu'on a en PHP n'ont pas forcément la même forme au format SQL. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais transformer ça avec cette donnée-là. En fait, je fais appel au getter et je lui dis, OK, dans le seul cas où c'est un datetime, en fait, ce que je vais récupérer, c'est son format, tout simplement. Donc, avec tout ça, je vais pouvoir dire, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, c'est que je vais setter aussi directement les données originales, donc les données originales, c'est-à-dire les données qui vont être vraiment en base de données, si vous voulez, ce fameux tableau, et vous comprendrez à quoi il sert après. Je lui file SQL value, je gère mon paramètre parce que je vais en avoir besoin quand je vais générer ma requête insert into, je fais mon prépare, mon execute, et c'est parti. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout faire un modèle setPrimaryKey qui va me permettre de récupérer avec le last insert ID la clé qui va être générée, qui va être auto-incrémentée, la clé qui va être générée, je la récupère et je la mets dans mon modèle. Je vais pouvoir hydrater mon modèle avec ça. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est l'update. L'update, vous vous rappelez, je vous ai dit le original data à quoi il servait. C'est que dedans, on retrouve les données qu'on a en base de données. D'accord? Mais en fait, l'idée, c'est de se dire que quand moi, je mets à jour, je fais, par exemple, je fais un find. Je récupère une donnée. Donc là, hop, il me génère avec le data mapping. Il va donc m'hydrater et m'instancier une classe, un objet. À partir de là, je vais peut-être faire des sets, je vais peut-être le modifier parce que je suis dans un formulaire de modification, je vais peut-être modifier les données. Donc, on n'oublie pas, il y a cette fameuse original data qui permet de dire, ok, ça, ce sont les données de base qu'on a en base de données, et sinon, l'objet avec ses propriétés, on a les données qu'on est censé avoir et qu'on est en train de traiter dans notre PHP. Et bien en fait ici c'est tout simple, je vais faire un test et je vais dire ok, si les données ne sont pas similaires avec les données qu'on a en original data, ça veut dire qu'il y a effectivement une modification à effectuer. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais ajouter le fameux set et mes paramètres. Merci pour le follow Autumn's World, pardon, bienvenue à toi. Du coup, en fait, là on vient de voir en fait les différentes manières qu'on a, c'est-à-dire on passe en termes de persistance, on va passer de la base de données vers notre modèle. Donc là c'est vraiment la couche select si vous voulez, le fait d'aller récupérer des données et d'aller transmettre tout ça à notre entité sous forme d'hydratation. Et à l'inverse, ce qu'on veut, c'est dans le cas d'un insert ou d'un update, par exemple, de faire le chemin inverse, de partir de la donnée qui se trouve dans notre objet, et avec les métadatas, d'aller créer une requête SQL, d'aller générer une requête SQL qui va nous permettre d'aller modifier les données en base de données. Donc là, c'est un exemple tout simple, les amis. Donc pour le coup, je trouve que ce petit package-là peut être intéressant d'aller regarder. C'est quelque chose que j'ai fait il y a longtemps pour mes étudiants. Je les avais fait pour les étudiants, notamment de DAPHP Symfony pour le projet 5, pour leur montrer comment monter un petit projet PHP, un petit framework PHP. Et d'ailleurs, j'explique un petit peu toute la phase que j'ai mis en place, c'est-à-dire initialisation du projet, l'autoload, l'index.php, la classe request, le routeur, tout ça, bon ça on s'en fout, mais nous ce qui nous intéresse c'était la base de données. Et là j'avais un petit peu commencé, mais je n'étais pas allé très très loin.
Je crois que j'emmenais simplement, bah voilà, j'emmenais simplement vers une description de ce qu'est qu'un ORM. Donc bon, j'en avais un petit peu marre à arriver là, hein, j'en avais un tout petit peu marre. Et j'avais pas forcément poussé un petit peu la documentation. Mais j'avais fait l'effort de faire ça et je trouvais ça plutôt pas mal. Donc là pour le moment le projet est archivé, donc il est seulement en read only, donc vous pouvez quand même aller jeter un petit œil, un petit coup d'œil là-dessus. C'est toujours intéressant d'aller voir. Et c'est là où on voit carrément la progression que j'ai eue aussi moi-même en PHP. Hein. Là il y a 3-4 ans, voilà, il y a 4 ans quand je l'ai commencé, il y a 4 ans c'était donc il y a 4 ans c'était en 2017. 2017 ça faisait déjà 1 an que je faisais du mentorat. 2017, j'avais donc 7 ans de. Comment dire? Mince. 7 ans d'expérience. Et on voit qu'aujourd'hui, j'ai quand même grandement évolué. Donc, comme quoi, même quand on est senior, on évolue tout le temps. Et quand je parle de senior, c'est juste le nombre d'années d'expérience. Hein. Pas forcément la qualité de les compétences qu'on peut avoir. Hein, d'accord? Ça veut dire quoi, archiver? On ne peut pas le clone. Alors, je sais pas si tu peux le fork. Je sais pas, tu dois pouvoir le fork, je pense. Mais archiver, c'est juste dire qu'en fait, on peut pas le modifier. On peut pas faire de push et de commit dessus, tout simplement. Salut Namelus. Alors, voilà, je te fais tout de suite le brief. Aujourd'hui, on regarde le data mapping. Donc le data mapping, si tu connais, bah, si tu fais un petit peu de Symfony, tu dois connaître un tout petit peu. Salut Pervading Animal, salut à toi. Donc aujourd'hui Data Mapper, hein, le Data Mapper c'est, vous devez le connaître un petit peu si vous faites du doctrine comme je disais avec Symfony, c'est-à-dire c'est vraiment en fait la couche qui permet justement de dire ok comment je fais ma relation entre mon entité et la base de données. D'accord? C'est la petite couche, la petite brique qui va permettre de dire ok comment on map. En gros, comment on a notre mapping sur notre base de données, on appelle ça des métadatas. Ces informations-là vont nous permettre justement d'aller connaître un petit peu quelle gueule va avoir notre base de données et inversement. Ce qui est après, la brique qui est après, c'est-à-dire la brique qui va transformer, qui va créer les requêtes, ça c'est plutôt la couche DAL, Data Abstraction Layer, la couche d'abstraction des données. Et c'est pas database, c'était data, hein, pardon. Ce sont les annotations. Alors ça, les annotations, c'est juste, au final, ça c'est juste au final du mapping. C'est-à-dire que oui, c'est représenté, ça c'est représenté par les annotations, mais il existe, comme j'expliquais plus tôt, il existe différents drivers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le data mapping, il n'y a pas que les annotations, pardon, excuse-moi, il y a aussi le YAML, le PHP, le XML et certainement d'autres types de mapping que je ne les connais pas tous, hein, évidemment. Mais effectivement, les annotations est un outil qui permet de mapper. D'accord? Donc, en soi, si vous voulez, le data mapping, techniquement, c'est du vent, c'est rien, il n'y a rien derrière ça, en fait, si vous voulez, il n'y a pas de, ok, il faut implémenter ça comme ça, créer des interfaces, non, rien à voir. Le data mapping, c'est un concept qui permet de dire, ok, je mappe, en fait, quelque chose que j'ai dans mon code vers une source de données. D'accord? Data mapping. Je mappe, donc, en gros, je construis, j'essaie de transformer quelque chose que j'ai dans mon code sous forme qui vont me permettre de requêter ou inversement une base de données. Alors une base de données quelconque, hein, bien sûr. Pour les propositions de partenariat, on voit directement sur Discord. Oui, bien sûr, tu peux directement venir sur Discord. Et salut au passage, ouais, tu peux venir directement sur Discord. Tu as le lien qui est juste en bas, directement. Ou alors par messagerie, je pense sur Twitch, hein, ça fonctionne aussi, il n'y a pas de problème. Donc oui, le data mapper. Donc le data mapper, doctrine. Est-ce que vous connaissez, alors on va essayer de parler un tout petit peu, on va dire, du concurrent du data mapping chez Laravel, chez Eloquent. Donc Eloquent qui est l'ORM de Laravel, alors que nous on a doctrine généralement sur Symfony. Est-ce que vous connaissez un tout petit peu non, pas de souci, t'inquiète pas, hein, Marwan, il n'y a pas de problème, hein, tu m'as pas coupé. Si je suis en live, c'est aussi pour interagir, donc il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Donc, est-ce que vous connaissez le nom? Alors, j'en ai parlé un tout petit peu au début du live. Est-ce que vous connaissez le nom de ce design pattern? L'Active Records, exactement, c'est l'Active Records. Et quelle est la différence? En gros, très clairement, en fait, on n'a du coup pas du tout de notion de data mapping. L'idée, c'est de se dire qu'en fait, on a une classe toute simple, un modèle. On va lui donner des propriétés et derrière, en fait, on va setter des champs, on va setter des propriétés. On va faire directement, par exemple, le user save. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment en fait un lien direct dans le modèle entre la couche de persistance et notre modèle. C'est-à-dire que vraiment, c'est lié. Tout est lié.
D'accord? Donc l'Active Records est un petit peu particulier. Pour le coup, il est moins aimé, entre guillemets. Alors, il est moins aimé. Non, il n'est pas moins aimé. C'est celui qui est le plus aimé, pardon. C'est celui qui est le plus aimé parce que plus simple à comprendre et plus simple à implémenter et à utiliser. Ça, c'est clair. Par contre, le seul inconvénient qu'on n'a pas avec le data mapping, c'est qu'on n'a pas de séparation directe entre, en fait, notre classe métier et la couche de persistance. On n'a pas de séparation directe. Là où le data mapping et le data abstraction layer de Doctrine, donc ces deux briques-là mises ensemble, d'accord, ce sont deux patterns différents, qui eux permettent de faire cette séparation. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait très bien, merci pour le follow Marwan, super, bienvenue à toi en tout cas. Donc c'est ça qui est très important de comprendre, c'est qu'on a vraiment deux fonctionnements différents. Un où la persistance est carrément liée avec le modèle, donc ça c'est l'Active Records. Et à côté de ça, on a le data mapping avec le DAL, Data Abstraction Layer, dans Doctrine, qui nous permettent de dire, ok, on sépare totalement la logique métier de notre base de données de la couche de persistance. Donc ça, c'est très important, le fameux abstraction, l'abstraction qu'on a entre les deux. Et le data mapping, lui, c'est lui qui fait la gestion pour dire, ok, à quoi va ressembler... Alors, j'ai le mapping sur mon entité, en fait, c'est... À quoi va ressembler ma table de l'autre côté en fait? C'est faire la jointure entre les deux. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est un peu du vent. C'est-à-dire que derrière il n'y a pas d'implémentation qui soit propre. Vous avez vu que mon implémentation n'est pas vraiment similaire à celle de Doctrine. En tout cas on en est très très loin en termes de complexité. Mais pour le coup sur ce vieux repository vous allez pouvoir voir quelques petits trucs sympathiques, notamment sur l'ORM, pour voir un petit peu comment je gère mes metadata, comment je gère la couche d'abstraction quand je fais des persists, donc du coup des inserts, des updates, des removes ou des selects. C'est quand même super intéressant. Ah bah écoute, sur du Django, moi ça me fait toujours plaisir d'avoir des gens qui sont sur Python et qui viennent regarder du PHP. J'adore Python personnellement. Laravel, tu as énormément de méthodes magiques pour remplir les données dans ton entité. Ouais, il y a énormément de choses. En fait, je suis pas en train de dénigrer Active Record, c'est juste que moi j'ai beaucoup plus l'habitude de travailler sur data mapping avec Doctrine par exemple. Je me sens beaucoup plus à l'aise et le fait d'avoir cette séparation métier, donc les business rules si vous voulez, donc mes entités et ma couche de persistance, ça j'adhère à fond. J'adhère un petit peu moins avec la façon de fonctionner de l'Active Records parce que j'ai vraiment cette impression de me dire ok, j'en suis forcément rattaché, j'en suis forcément dépendant et c'est un petit peu dommage. Donc il existe certainement des moyens de peut-être décorréler ou en tout cas de trouver peut-être des leviers pour séparer un petit peu la couche d'accès avec la couche métier, avec l'Active Records, mais Eloquent notamment, mais je ne sais vraiment pas parce que j'ai pas mis le nez dedans vraiment à fond, quoi, hein. J'ai vraiment utilisé Laravel dans la manière la plus basique qu'elle soit pour s'y faire une petite idée. C'est pour ça qu'il y a un Entity Manager sur Symfony qui utilise le pattern Data Mapper. Non, alors c'est pas l'Entity Manager qui utilise le Data Mapper. Ce qui va utiliser le Data Mapper, c'est plutôt l'hydrator, les différents hydrators qu'on peut avoir, enfin l'object hydrator pour le coup. Et à l'inverse, généralement, je pense que c'est pour faire l'inverse, c'est-à-dire pour construire une requête. Et dans ce cas-là, c'était pas l'hydrator, c'était quoi le nom qu'on avait? L'entity persister. Donc l'hydrator, c'est pour quand tu fais un select et que tu récupères des données de ta base de données et que tu la passes que tu vas justement pouvoir instancier, hydrater un objet. Et les persisters, c'est ce qui va permettre de partir de l'objet, utiliser le data mapping pour justement générer une requête SQL derrière de type update, insert, ce genre de choses. Donc là, je la fais vraiment très simple. L'entity manager, ça c'est un autre pattern, c'est un autre chose, c'est un autre fonctionnement. On va dire que l'entity manager, c'est un peu celui qui chapeaute tout le monde, qui permet de dire ok, moi j'existe, j'ai une connexion. Voilà, j'ai une connexion qui est ouverte. J'ai tous les outils qu'il me faut pour pouvoir me balader un petit peu partout et faire un petit peu ma sauce. Si vous voulez, c'est un petit peu le chapeau qui se trouve tout en haut. Voilà. Donc c'est encore différent. Mais en soi, il va implicitement utiliser Data Mapper, forcément, puisque il va utiliser derrière le Neat of Work qui va permettre de faire des petits contrôles. Il va utiliser les repositories pour faire des selects, des choses comme ça, ou même des requêtes comme ça. Donc globalement, c'est implicitement oui, forcément, mais on va dire plutôt non parce que c'est celui qui se trouve tout là-haut et il n'a pas vraiment d'incidence sur tout ça. C'est-à-dire que je pense qu'à aucun moment. Ah, si on a la notion d'hydrator, tu vois, on a aussi la notion on a quoi le repository, donc j'imagine qu'on peut faire directement des choses avec ça. On a, j'imagine, les find qui doivent être quelque part. Voilà, on a les find, donc ça, ce sont des raccourcis. Donc là, il va récupérer les métadatas de la classe et il va pouvoir faire directement appel, j'imagine, au repository en question. Voilà, en fait, il fait directement l'unit of work, il va essayer de récupérer les données, puis après, il va faire, si besoin, get entity persister, il va les récupérer les données, tout ça. Bon, c'est un petit peu plus complexe, mais effectivement,
L'Entity Manager, il y a plein de choses à l'intérieur, il y a vraiment beaucoup de choses. Si on regarde simplement la classe fait 1000 lignes de code. Donc ouais, c'est quand même une grosse classe. Hein. Moi, à partir du moment où ça fait plus de 200 lignes, alors on oublie les entités où c'est que des entités anémiques avec des getters et des setters, mais une classe où il y a beaucoup de traitements à l'intérieur qui fait plus de 200 lignes, c'est quand même une grosse classe. Donc bon. Forel, qui nous dit, ce qui me manque dans Symfony, c'est vraiment les migrations de Laravel que je trouve beaucoup plus clean, même s'ils existent sur SF. Alors pour le coup, je connais pas trop les migrations sur, je connais pas trop les migrations sur Laravel. Faudrait que je regarde un tout petit peu pour la curiosité. Mais personnellement, moi je suis plutôt à l'aise. Je pense que c'est aussi une question d'habitude. Pour le coup, je pense que c'est aussi une question d'habitude. Après, objectivement, il y en a certainement un qui est plus simple à utiliser, certainement celui de Laravel, parce que globalement, Laravel reste quand même plus simple à utiliser que Doctrine, enfin que Symfony pour le coup. Ça, on va pas se mentir là-dessus. Mais bon, je reste un Symfony lover de toute manière. Donc je prêche pour ma bonne paroisse. Donc ça voilà, c'était le data mapper. Donc on a vu que c'était quand même relativement simple. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? Comme ça, après, on va pouvoir parler d'autres choses si vous avez envie. Je pense qu'il y a quand même pas mal de petits trucs intéressants à parler à côté. Pas forcément sur le design pattern, mais si vous en avez aussi. Parler peut-être des prochaines choses qu'on fera plus tard. Mais en tout cas, si vous avez des questions sur le data mapper, je vous laisse 3 minutes pour les faire. Et en attendant, moi, je me roule une cigarette pour plus tard. Laravel, tu écris tes migrations, SF, tu génères à ton entité, pas la même philosophie. Alors, ça, il faut bien savoir qu'avec les migrations de doctrine, tu peux d'ailleurs réécrire tout ce qui se passe. D'accord? Tu peux réécrire tout ce qui se passe. Je vais te montrer très rapidement. Alors, attends, est-ce que je peux te montrer ça? Oui. Allez, je vais juste te montrer ça. Ça, je ferme tout pour pas trop. Là, si tu veux, par exemple, j'ai ma première. En fait, c'est-à-dire que moi, comment je fonctionne avec mes migrations? C'est-à-dire que tant que je travaille sur un projet qui n'existe pas, qui n'est pas encore en ligne, je gère ma migration qu'à partir du moment où je fais ma première release. Donc là, boum, j'ai toutes mes migrations avec mes create table, alter table pour créer tout ça, ok? Jusque-là, pas de problème. Et derrière, je vais avoir, à chaque fois que je vais apporter des nouveautés, je vais pouvoir mettre en place de nouvelles migrations. Mais si j'ai besoin, là, tu peux ajouter du SQL. Tu peux ajouter du SQL, c'est pas un problème. Tu peux quand même rajouter ton propre SQL si tu as envie. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Après, moi je préfère, parce que pour le coup c'est quand même bien plus simple que ça me génère tout pour moi, notamment sur des trucs, sur des projets comme ça où j'ai une bonne vingtaine de tables, c'est quand même bien plus intéressant pour le coup. Et donc là, pour Key Privilege, donc le projet qu'on a fait ensemble il y a quelques mois maintenant, il y a 2-3 mois, j'ai pas encore de migration parce qu'on n'a pas encore fait la première release. Pour le moment, c'est encore en stand-by. C'est encore en stand-by parce que il y a encore il y a en fait toute la partie migration qui prend en fait énormément de temps. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais on va espérer que ce soit rapidement, rapidement terminé. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, on a loupé le coche parce que on aurait dû mettre le site en ligne bien plus tôt pour le coup et du coup on n'a pas pu prendre le coche et justement lancer toute la partie communication sur le sujet pour essayer de ramener un petit peu plus de monde. Schéma update, flight, fonction, blueprint, table ID. Yes, ah oui, l'immigration c'est bon, ça me revient comme ça. Comme tu l'écris comme ça me revient. C'est plus lisible que des requêtes SQL. Ouais, c'est du fluent pattern derrière. Hein. C'est le fluent. On peut le lire à haute voix. On dit que la table, voilà, tu lui ajoutes un string, un champ string name. Enfin, c'est très sympathique Laravel pour ça. Hein. Franchement, j'avais bien aimé. C'est dommage que j'ai supprimé. J'avais un repository aussi sur sur une formation Laravel que je donnais. Alors c'était une introduction à Laravel si vous voulez. Donc, mais ça date d'il y a quelques années. C'est quand j'étais formateur à l'époque que j'avais besoin de faire ça. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est quand même très agréable. Mais justement, c'est le principe de Data Mapper, c'est que c'est lui qui va faire ce travail-là pour toi. Donc là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que la migration, elle, va faire appel directement au Data Mapper pour justement générer automatiquement les requêtes SQL, ce que tu n'as pas avec Laravel et Eloquent. Et donc c'est pour ça que c'est toi qui dois écrire tes migrations. Pour créer une table, c'est plus lisible que des requêtes SQL. Alors je reviens là-dessus, je pense que clairement, c'est plus lisible, mais pour le coup, tu as quand même beaucoup plus de contrôle sur ta migration avec Doctrine. Voilà, je pense que ça serait juste la chose à dire, c'est que tu as plus de contrôle sur ce qui se passe, parce que tu sais exactement ce qui va être généré comme requête SQL. Et si besoin, tu peux intervenir. Par exemple, ce que je fais généralement, c'est que je vais créer des migrations pour générer, pour peut-être ajouter des fonctions, des procédures stockées, des triggers, ce genre de choses. Au début, je m'étais amusé à vouloir, j'avais créé un bundle
un bundle justement pour justement gérer toute cette partie fonction, les fonctions MySQL, les fonctions, les procédures stockées, les triggers, toutes ces choses-là, pour les générer directement en ayant des classes un petit peu stylées qui faisaient ça. Mais au final, j'ai abandonné l'idée. Je trouve que le plus simple, ça reste quand même d'aller modifier à la main ces migrations. Je trouve que c'est quand même plus agréable. Mais ça, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup de pouvoir faire autre chose que des simples requêtes SQL et d'aller un petit peu plus loin, comme créer des fonctions, des procédures stockées directement dans les migrations. Puisque dans les migrations, on n'oublie pas, on a le up et le down. Le up, c'est quand justement on va mettre à jour la base de données, c'est les requêtes SQL qui vont être exécutées. Et le down, c'est quand on va vouloir revenir en arrière, c'est quand on va rollback un petit peu ce qu'on vient de faire. J'arrive un petit peu en retard. Ouais, t'arrives un petit peu en retard. On a terminé aujourd'hui sur le data mapper, mais voilà, data mapper, donc bah écoute, tu regarderas la vidéo parce que là, du coup, ça dure un petit peu 45 minutes. D'ailleurs, on fait un petit coucou à YouTube et on leur dit au revoir. Salut YouTube et à bientôt.